La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la son. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Dans la mouvance des années 70, la musique et la chanson bretonne qui accompagnaient le fait social connaissent une renaissance et une vague médiatique. Mais le revivalisme a ses limites. Les années 80 vont subir le contre-coup de la décennie précédente. Pourtant, dans l'ombre, un travail en profondeur s'effectue. C'est le temps de la recherche, du collectage et de la formation. La seconde vague médiatique des années 90 est sur le point de déferler. Elle réserve un triomphe à l'héritage des Celtes. Dan Arbraz et Stivell sont disques d'or. Dénès Prigent est acclamé aux transmusicales comme au Zénith. Les Festounos vivent un nouvel essor. Diwan se porte bien. Et les Bagades n'ont jamais été aussi nombreux. La musique ethnique de la société paysanne bretonne du 19e siècle tient désormais sa place dans la grande sono du village planétaire. La Bretagne commence, je dis bien commence à exister, comme à la fin du siècle dernier, j'ai envie de dire. C'est souvent les fins de siècle qui font les cocottes minutes qui sont prêtes à exploser. Bon, je ne tiens pas à ce que la Bretagne explose, mais c'est ce qu'elle est en train de faire, en fin de compte, dans le monde actuellement. Et ma foi, je pense que ça n'est qu'un bien. L'important, c'est qu'il reste un petit peu de pression quand on enlève le bouchon. Le beurre Bridel, c'est toute la Bretagne, sa campagne si calme, sa terre riche, fertile, où tout pousse, son petit air frais, iodé. La culture est un vecteur formidable de traction pour l'économie, c'est-à-dire que c'est l'identité, c'est l'image de marque, c'est une possibilité d'accès aux médias totalement différente par rapport aux produits économiques purs. Et tout ça, ça crée une image de marque qui doit aider, qui doit tracter l'économie sous toutes ses formes. À partir du moment où on a des valeurs, qu'elles sont là, qu'elles existent, et qu'on les a construites depuis 150 ans, eh bien on en est fiers et on essaie de les pousser, de les mettre en avant. Voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la son. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la son. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la son. L'héritage des Celtes est né d'une idée d'un mois d'août 1992, où j'étais en train de préparer le programme du Festival de Cornouailles 1993, qui était son 70e anniversaire. Il me fallait un thème très fort pour en faire la soirée de clôture. J'ai donc pensé à Dan. Tiens, je vais lui demander s'il ne veut pas être le fédérateur d'une idée qui est de rassembler autour d'un seul et même thème l'héritage des Celtes, la musique irlandaise, écossaise, galloise, bretonne, bien évidemment. Et Dan, au début, effectivement, m'a dit « mais c'est un projet de fou, ça verra jamais le jour, c'est beaucoup trop ambitieux ». Et puis résultat, 93, donc Quimper, au Festival de Cornouailles, gros succès d'un spectacle encore qui n'avait rien inventé, qui n'arrivait rien de nouveau, mais ça a plu aux gens. Moi, je crois que c'est une belle histoire, l'héritage des Celtes. C'est d'abord une démonstration étonnante. Avec une guitare, un bonhomme a réussi à faire ce que de nombreux hommes politiques n'ont jamais réussi à faire avec des discours, fédérer. Dan Arbraz a d'abord été un fédérateur. Et il a gagné. C'est surtout le seul artiste qui soit capable aussi de fédérer tous ces musiciens autour de lui et peut-être de laisser son ego à la porte pour pouvoir fabriquer une vraie histoire. Parce que si ça ne s'est jamais fait jusqu'à maintenant, il faut peut-être se poser la question de savoir pourquoi. L'héritage des Celtes a touché un public très large. Et dans ce public très large, il y a des gens qui peut-être ne seraient jamais allés écouter un bagad quand ils ont vu le bagad Quimper, et qui d'ailleurs ne pourraient ne pas rester sur le derrière, et plein de choses comme ça. Dan m'a appelé en me demandant si je voulais venir chanter La Blanche Hermine avec eux. J'étais tout à fait d'accord.
J'étais très heureux d'y aller. Et puis, je sais pas, c'était magique. Chacun a compris qu'on avait tous à gagner à ne prendre que sa place et à laisser sa place à chacun pour que l'ensemble puisse décoller. Il s'agissait effectivement là de sortir de la Bretagne et de faire un projet qui puisse, un, inonder la France, deux, passer à l'international. Ensuite, l'album est sorti en 1994, donc très rapidement, il y a eu beaucoup de succès. Bon, il y a eu les victoires de la musique, il y a l'Eurovision qui a été très positive en fait, parce qu'elle a remis plein de pendules à l'heure, même si on était dernier, mais on s'en fout. On a gagné, on a eu un dossier de presse gros comme un bottin de téléphone, on a fait parler de nous, on a fait de l'interceltisme, la France nous a permis à l'interceltisme d'aller jusqu'à l'Europe. Ensuite, on est arrivé avec le deuxième album studio, qui est donc disque d'or en moins de 2 mois. En fait, c'est une belle aventure, quoi. Il y a des tas de personnes en Bretagne qui n'auraient jamais accédé à cette musique si Dan n'avait pas une première fois été nommé aux Victoires de la musique ou eu cette formidable avancée médiatique avec la musique. Donc c'est bien, c'est parfait pour tout le monde. Les disques des groupes un peu moins connus se vendent également dans la foulée. De Bretagne, d'Irlande, du pays, de Galles et d'Écosse. Dans les années 90, je crois qu'on n'a rien inventé. Moi, j'ai le sentiment d'avoir tout fait sauf inventer quelque chose. Je crois que c'est la demande des gens qui a changé. Les gens ont envie de se retrouver eux-mêmes, de se retrouver au sein d'une communauté. Et la Bretagne a les moyens de se retrouver parce qu'elle existe. La réussite du Festival interceltique de Lorient, c'est exactement la même idée qu'Héritage des Celtes. C'est de dire que, effectivement, la musique bretonne est une des composantes de la musique celtique, mais qu'aussi, si on veut aller par-delà les frontières et si on veut s'offrir une plus vaste audience, il est intéressant aussi d'échanger avec nos collègues des pays celtiques. Et c'est surtout dans cet échange-là, à mon avis, qu'on peut tous progresser. Again, l'album d'Alan Stivell, avec les versions 93 de tous ses plus grands succès. Again, le retour d'une légende. Je vois pas de honte à chanter des chansons que j'aime toujours bien, quoi. Le retour d'une légende. Donc les refaire dans cet album, ça a apparemment été une bonne idée puisque... Le retour d'une légende. Une pub télé finalement, là c'est imparable parce que là on passe, c'est sûr, quoi. Et là c'est 20 millions de personnes qui regardent en un certain temps, quoi. Donc c'était un petit peu rappeler les gens un peu, leur dire mais on est toujours là. Parce que combien de fois aussi, tu avais des gens qui croyaient, moi, que personnellement, j'étais parti en retraite, hein. Que j'avais arrêté la musique. Donc, je veux dire, c'est des choses comme ça qui permettent aussi de faire dire aux gens, mais non, mais on est toujours là, d'ailleurs, on a la pêche et tout. Hein. Et puis, donc, ça a entraîné très vite un disque d'or et eu sa part dans la nouvelle vague, quoi. C'était le début de l'autorisation de faire de la publicité à la télévision. Et c'est vrai que le pari qu'il a fait à l'époque d'en faire un outil marketing, donc publicitaire, avec une offre nationale, n'était pas évidente. Mais ça a marqué un tournant très important dans l'appréciation de cette musique bretonne. Et c'est par la suite que des sociétés comme Katia Music et d'autres ont pu montrer donc tout l'étendue et la richesse de cette culture. Alan Stivell, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Hein, c'est l'incontournable, c'est le maître d'œuvre, c'est lui qui a inventé la world music avant que ce mot existe. C'est notre Sting, il faut que ce soit notre Sting, notre Peter Gabriel, il faut qu'il nous représente, il faut qu'il soit très connu, il faut que partout dans le monde, les gens sachent qu'on a un harpiste, un compositeur de sa trempe. Donc, qui aime bien châtie bien. Moi, je lui demande toujours de faire plus, quoi, et d'être le plus grand. Le moteur de la musique bretonne, c'est Stivell. Et peut-être que la carrosserie actuelle, c'est l'héritage des Celtes. C'est une aventure médiatique qui est très importante pour les Bretons, pour la Bretagne, parce qu'on parle de nous. Mais je suis persuadé que les véritables foyers de création sont multiples en Bretagne et ne viennent pas d'un seul orchestre. Ça vient de l'ensemble du travail de l'ensemble des musiciens. Dans la foulée de l'héritage des Celtes et de Stivell, toutes les générations de musiciens et de chanteurs surfent à leur manière sur cette deuxième vague.
De la variété au folk rock, en passant par les groupes de fest-noz, les jeux scéniques et les techniques s'apparentent désormais à ceux des groupes nationaux et internationaux. Le niveau musical n'a jamais été aussi élevé. Quant aux bagades, ils sont devenus aujourd'hui de véritables orchestres. Mon travail, moi, de recherche, de collectage, d'orchestration mêlée, j'ai la prétention de dire que ça peut sonner comme un orchestre, que c'est un orchestre. Il faut vraiment faire une écriture, penser de la création, avec des rythmiques, des riffs, des choses, des harmonies, etc. Dans les années 50, ça a été la renaissance du fest-noz, c'était la foi. Après, ça a été le militantisme. Et je crois qu'il va falloir attendre la fin des années 80 pour trouver réellement le plaisir libéré de la foi et du militantisme. Les vieux sont contents de voir qu'il y a des jeunes, les moins jeunes sont contents de voir qu'il y a toujours les vieux, et que les jeunes arrivent, il n'y a plus de complexe. Je pense que le fest-noz aujourd'hui, c'est complètement intégré à la vie d'aujourd'hui. Donc, il n'y a plus d'étiquettes ni de choses. On ne se bat pas pour une chapelle, on va tout simplement au fest-noz pour faire un fête, quoi. Une des grandes forces de la culture bretonne, de la musique bretonne aujourd'hui, c'est le fest-noz. Qu'on peut comparer un petit peu au pub en Irlande. C'est vrai que le pub est un lieu, en Irlande, est un lieu de rencontre, un lieu d'échange aussi. Il y a une chose primordiale qu'il ne faut pas oublier, c'est la communion des gens à danser. Bon, maintenant, il y a beaucoup de danses qui avaient un caractère de travail. Il y a 100 ans qu'il ne l'a plus maintenant, mais c'est la même communion entre les gens au moment où ils dansent. Il y a beaucoup de danses en chaîne, donc on ne connaît pas nécessairement le mec ou la fille à côté de qui on est, et puis il arrive qu'on se dise bonjour, qu'on cause, et puis qu'on boive un coup ensemble après. Hein. Voilà. Je suis un petit peu agacé par la course à l'audience. Des fêtes bretonnes, des fest-noz. Il faudra avoir 3000 personnes, 4000 personnes, 5000 personnes en fest-noz pour dire qu'il est réussi. Maintenant, il y a des têtes d'affiche, des noms de groupes importants, qui vont donc animer toute la soirée. Et quand il y a un couple de sonneurs, il sera là juste pour l'entracte, pendant que les groupes se reposent et pendant que les danseurs d'ailleurs se reposent. Moi je trouve ça extraordinaire que les fest-noz aient leur star sur le plateau. Et vraiment, je connais des jeunes qui connaissent tous les musiciens, tous les chanteurs par cœur, et ils disent on va aller là parce que là c'est fameux. Et moi je trouve ça fantastique que la musique bretonne ait ses stars. Ouais. Le groupe Ariane correspond très bien à la définition que j'aurais du groupe breton moderne, c'est-à-dire que toute la musique de ce groupe est construite autour du couple Biniou-Bombard. Finalement, je pense qu'on peut considérer que c'est une réussite. La rave-noz, c'est un compromis entre la rave party et le fest-noz. C'est vrai que le but des deux, c'est la transe, l'arrivée à la transe. Maintenant, je ne crois pas qu'on puisse greffer un crocodile sur un lion. C'est vrai qu'on peut atteindre la transe en chantant du Conadiscon, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Le fest-noz, je pense que c'est déjà une rêve d'avant les rêves, finalement, puisque le principe est le même. Les faire rechercher, c'est la fête, c'est la transe. Ce sont tous les deux des musiques hypnotiques, des musiques envoûtantes. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a des ingrédients qui sont assez proches.
Bon, notamment par rapport au refrain. C'est vrai, dans les Guers, dans le Canadiscan, il n'y a pas de refrain. Dans la jungle, il n'y en a pas non plus. On s'en fiche du temps aussi. On trouve beaucoup de gimmicks, on trouve beaucoup de boucles, de motifs répétitifs comme ça. On joue avec très peu de notes aussi en jungle. On va droit au but. Et le but, recherché là, c'est à nouveau, c'est vrai, c'est la trance. Et si on compare disons, cette vitesse rythmique donc de la jungle à celle de la gavotte, du pline ou du ficelle, on tourne entre 160 et 170 BPM, donc 160-170 battements de pied par minute. C'est aussi issu du cœur. Et c'est cette vitesse rythmique qui est plus immédiate, plus directe pour amener justement l'auditeur ou l'interprète à la transe. La rêve-noz n'existe pas. Ça n'existe pas, ça correspond à rien. La preuve, il y en a eu 4 d'annulés, ça veut dire que ça n'a pas sa place. Il y a 2 mondes différents qui ne s'affrontent pas, mais qui ne se méprisent pas, mais qui ne peuvent pas se mélanger. Je pense que je vais être assez direct sur les 2 publics. Il y en a un qui boit, il y en a un qui se drogue. Le résultat n'est pas le même. Il y a peut-être une transe, mais il n'y a pas de convivialité. Et dans le fest-noz, il y a une transe et une convivialité qui se fait au bar, qui se fait dans la danse, qui se fait dans la discussion, puisqu'on peut toujours causer, alors que dans une rêve-noz, on ne peut pas causer. Je crois que la rêve-noz, ça a plutôt fait peur à certains en disant ça y est, ça va être l'ecstasy, drogue, etc. Quoi, si tu veux. Et le rassemblement de jeunes sur des musiques techniques, techno, etc. Mais tout ça dans un contexte bretonnisé, c'est ça, si tu veux, l'idée. Et moi, ça me paraît ultra positif, quoi. Je vous présente Denis Pigeon. Dès le début des années 90, la world music qui s'est répandue sur le marché confère à la musique bretonne une valeur ajoutée nouvelle. En tant que musique ethnique et traditionnelle, celle-ci peut aujourd'hui se faire écouter dans son dépouillement et sa complexité. Mais elle peut aussi aller plus avant dans le métissage. Au-delà de leur relation privilégiée avec les pays celtiques, le chant breton et la musique bretonne se métissent désormais avec les musiques est-européennes, orientales, africaines, avec le jazz ou la techno. C'est une ouverture vers le monde contemporain qu'effectuera Denis Prigent, en liant Canadiscan et jungle et en composant des Guers modernes. Lui, c'est un chanteur de Guers traditionnel. La Guers qui est le journalisme de l'époque, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire, c'est le journal de 20 heures. La Guers, finalement, quelque part, elle reste un chant contemporain, parce que c'est vrai, sur tout ce qui se passe dans l'actualité, il y a beaucoup de choses quand même assez tragiques, et c'est vrai qu'ils sont assez facilement guersifiables. Il a des textes magnifiques, extraordinaires, qui parlent de choses actuelles, tout en gardant ce langage ancien des Guers, et qui pour moi est un langage extrêmement moderne. Il se met à l'unisson de son époque. Lui, il aime bien écouter de la techno et de la jungle. On peut faire de la musique bretonne avec n'importe quel instrument. C'est pas l'instrument qui définit la musique. L'instrument n'est qu'un relais qui est nécessaire donc pour faire passer une émotion. Donc voilà, donc là il y a des sons électroniques, il y a des machines, etc. Mais on peut faire de la musique bretonne avec des sampleurs. On aurait pu abandonner le Biniou et la Bombarde. C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas une musique bretonne. Et on aurait pu faire de la musique bretonne uniquement avec des guitares électriques. Un breton qui fera du reggae ne le fera pas de la même manière qu'un jamaïcain. Et quand Khaled chante en breton avec moi, il y aura toujours un petit accent arabe quand même dans son breton. Et un jamaïcain faisant de la bombarde dans un fest-noz en Jamaïque le fera pas forcément, le climat étant différent, etc., le fera pas forcément complètement de la même manière. Mon orientation, c'est de travailler sur cette musique de chez nous et de la présenter avec mon instrument, le piano. Avec tout ce que j'ai appris avant dans mon parcours musical, toutes les influences de jazz, de musique classique, etc. Et en trois, chez moi, on a essayé de faire un nouveau rapport de Canadiscan
Lui, c'est le corne et moi, c'est le discorde. Je dis tout de suite, je n'accompagne pas Ian Forge Commodore, ou alors, dans le sens étymologique, je vais avec lui. Mais non, c'est un rapport vraiment de duo, musique, voix, tradition, arrangement, composition, interprétation, tout ça, c'est, comment dirais-je, un petit peu mélangé. Il y a plein de possibilités qui s'offrent aujourd'hui. Il y a bien sûr les rencontres avec les musiques dites traditionnelles, ce qu'on appelle la world music, mais il y a aussi des expériences comme le jazz, ou où cette musique peut se confronter aussi avec ça, ou se rencontrer, et puis évoluer en fonction de ces rencontres. Ce que j'ai pu lui apporter, il le dirait mieux que moi, je pense, mais c'est peut-être aussi une liberté, une ouverture, et puis aussi peut-être une petite prise de risque qui est inhérente à la musique, parce que notre duo est étroitement lié avec l'improvisation, de part et d'autre. Ce qui m'intéresse dans l'expérience musicale avec Ricardo Delfra, c'est la rencontre de deux univers musicaux complètement différents. C'est un échange énorme dans le respect des traditions et dans la sobriété. Le fait d'essayer d'aller à l'essentiel tout le temps, quoi. À mon avis, il y a pas mal de correspondances entre la musique bretonne et le jazz. Première correspondance évidente, ce sont deux musiques traditionnelles. Deuxième correspondance, à mon avis, c'est le swing. Troisième correspondance, la respiration. La notion de silence, la notion d'extension du temps. Quatrième correspondance, à mon avis, il y a des similitudes au niveau mélodique entre la musique de jazz, les standards de jazz, comme My Funny Valentine par exemple, et puis la musique traditionnelle bretonne, la guerse, comme par exemple Enes de Sang. Så sommer tider, vi så mignonning di me. Le trio Pellen, Frézou, Marchand est une création, est une idée de Jacques Pellen, complètement intégrée à son travail et à sa ligne, qui est celle de Celtic Procession. Donc pour moi, c'était une espèce de challenge de faire cette rencontre, parce qu'il y avait des choses difficiles à chanter dans les compositions. L'autre intérêt, c'était de voir jusqu'où on pouvait aller aussi dans ces compositions comme dans d'autres morceaux, et de voir comment cette culture vocale pouvait faire sonner cette musique composée avec des règles de musique contemporaine. Eric, avec sa démarche, Denez avec la sienne et Ian Forge, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et justement, c'est tellement divers, chacun après trouve sa tasse de thé ou a ses préférences, mais c'est quand même extraordinaire de voir tant de différences dans les trois voix et dans les choix d'arrangement, et que les trois fonctionnent. Pourquoi je fais de la musique traditionnelle, qu'on pourrait appeler musique populaire, etc. Moi, j'ai fait un petit peu l'inverse de beaucoup de gens en Bretagne, hein, depuis maintenant 30 ans, puisque ça fait 30 ans que je joue de la musique bretonne. Donc en 98, l'idée c'est de ne pas faire comme tout le monde. J'ai toujours été un petit peu, peut-être en marge un peu, puis un petit peu provoque peut-être, je sais pas. Alors les instruments au 19e siècle, c'est aussi, d'après de nombreuses mentions d'archives, le biniou, la bombarde et le tambour. Ce qu'appelaient de nombreux auteurs romantiques l'orchestre national breton. Et là, j'ai créé l'orchestre national breton. Donc l'idée, c'était de choisir ces instruments, de choisir ce répertoire, puis d'aller jusqu'au bout, de travailler aussi dans le visuel. En fait, on se mettait dans la peau des ménétriers campagnards du 19e siècle, et on allait jusqu'au bout de la démarche, quelque chose, on va dire, de sauvage, c'est le mot qu'on emploie souvent entre nous, quelque chose de furieux, quelque chose c'est de l'art populaire, et puis on cherche avant tout ce qu'on appelle en breton le budjon, l'énergie, et non pas
une propreté, une netteté. C'est pas de la musique concertante. Ce sont des instruments de plein air, des instruments qui font beaucoup de bruit. Les gens qui disent ça, faites du bruit, ben, ils ont tout compris, quoi, parce qu'on est là pour exciter les gens. On ne peut pas longtemps écouter du rock, écouter de la techno comme on le fait aujourd'hui, écouter de la jungle et continuer à jouer du bignocose ou de la bombarde comme on le faisait il y a 50 ans. On peut le faire, bien sûr, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui le fassent, mais c'est normal aussi qu'on retrouve la bombarde dans la jingle, qu'on retrouve le bignocose avec les gitans qui accompagnent Thierry Robin. Certains se posent la question si la musique bretonne n'est pas en train de s'américaniser. Une américanisation de bas niveau, à la limite de la japonisation, quoi, de la standardisation des sons. La question est posée en ce moment, c'est vrai. Il est possible qu'on aille vers le mondialisme le plus niais possible. Et c'est vrai que les deux enfers possibles, c'est l'uniformisation totale d'un côté, et de l'autre, l'ultra-division en ghetto. Et donc, au fond, il faut bien être entre les deux, quoi. Être entre les deux, c'est donc dire, ben voilà, on relève le défi, on n'a plus de frontières, on s'échange des choses et on continue à être différents, quoi. Et c'est un défi qu'on a tenu pendant des millénaires et qu'il faut continuer à tenir. La tradition, par définition, elle évolue tous les matins en se levant. Et donc, la tradition, le terme même est dangereux. Oui, mais l'évolution n'est pas forcément d'aller, à chaque fois que quelque chose se présente, de plonger dedans et puis de sortir une espèce de mixture. Je pense que les gens qui font ce plongeon, comme tu dis, ils réfléchissent un petit peu avant. Il y a quand même Je ne sais pas. Un moment de réflexion. Sincèrement. L'avenir le dira. Si un jour on arrête et qu'on chante toujours la même chose et qu'on nous dit attention, je l'ai entendu chanter par une personne seule, ne mettez pas de guitare dessus, mettez pas ci, mettez pas ça, alors là oui, Front National, bravo, ça on aura gagné, et puis on aura un truc qui ne bougera plus, qui sera fini, qui sera figé, qui sera mort. Le Front National essaye de dire nous serons toujours plus près du Guesclin, de Chateaubriand, de Glenmore et de Jean-Marie Le Pen que de Bécassine et Kofi Yamian. Alors bon, le rapport entre Bécassine et Kofi Yamian montre bien leur racisme lamentable, c'est vraiment nul, ce sont des pauvres cons. Et puis alors, intégrer Glenmore là-dedans, c'est très significatif de ce que fait le Front National. Il est là, il pose ses pattes partout, et tout ce qui touche devient suspect, forcément. Parce qu'un jour, on va dire, Glenmore, ah oui, c'est pas ce mec-là qui chantait les trucs du Front National. Alors moi, Glenmore, non. Alors ils sont en train de prétendre que je veux leur interdire de chanter la Blanche Hermine et que je suis un censeur de la pensée unique. Quand on voit ce qui se passe en l'an 2000, peut-on dire, on peut d'abord être optimiste. 100 ans avant, malgré les apparences, la musique bretonne était quand même condamnée à un déclin comparable à toute musique populaire dans l'ouest de l'Europe. En Allemagne, il n'y a plus rien. Dans une bonne partie de la France, il n'y a pas grand-chose. En Bretagne, ça vit, et ça vit bien, comme en Irlande, par exemple. Par contre, si les pratiquants sont nombreux, les gens dominant la langue le sont moins, et une partie de l'avenir de la musique bretonne se jouera sur la capacité des jeunes à dominer une langue et à la faire vivre à travers ses chansons. Si j'arrive à défendre la langue, j'arriverai à défendre automatiquement la musique aussi. Je pense que de toute façon, toute ma vie, je ferai les deux, et que dans 20 ans, il y aura toujours, la langue sera toujours aussi vivante et la musique aussi. Un moi sans racines, ça n'existe pas. C'est pour ça que le lieu de notre enfance est bien le lieu où tout se construit d'abord. Une vie d'homme n'est jamais qu'un rêve d'enfant réalisé.
tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Et de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tralalalalaire, on les mettra à l'usine. On manque toujours de prolétaires. Mimezor hogi piyan dondaragen me, mimezor hogi piyan dondaragen me, wedi viset regano me bromane kamaje.